Bonjour à tous, merci de m'avoir convié à parler de capsules et d'IRM. Donc, vous avez vu que le sujet était restreint au diagnostic d'une maladie inflammatoire chronique intestinale et je me suis permis de le restreindre encore plus au diagnostic d'une maladie de Crohn parce qu'évidemment, la rectocolite hémorragique est hors champ d'exploration de l'intestin grêle. Pour commencer, ça fait du bien de reprendre quelques recommandations et de refaire quelques rappels. Et donc, les rappels sont assez simples. Les recommandations européennes, comme toutes les autres recommandations, nous disent que chez un patient chez qui vous avez fait un diagnostic de maladie de Crohn, qui est essentiellement basé sur les résultats de votre iléocoloscopie, il est nécessaire de faire un examen du grêle complet et chez l'enfant d'y ajouter un examen de l'estomac et du duodénum, puisque les lésions sont particulièrement fréquentes dans le tube digestif haut. La deuxième recommandation, c'est que cette fois-ci, en cas de suspicion de maladie de Crohn, sur des arguments cliniques ou des arguments biologiques objectifs, lorsque l'iléocoloscopie est négative et que vous n'avez pas objectivé de maladie de Crohn, il est également nécessaire de faire un examen du grêle et que vous allez, dans ce cas-là, plutôt privilégier la réalisation d'une capsule endoscopique sur l'IRM. Et dans ces recommandations, il est précisé qu'il n'y a pas de critères diagnostiques en vidéocapsule qui permettent de faire un diagnostic certain de maladie de Crohn, et notamment un diagnostic différentiel comparativement à d'autres lésions, mais que la présence d'au moins 3 ulcérations dans votre intestin grêle chez un sujet jeune n'ayant pas d'autres pathologies et permet de faire le diagnostic ou d'évoquer fortement le diagnostic d'une maladie de Crohn. Pourquoi s'intéresser au grêle? Deuxième rappel, c'est que vous savez tous, et vous l'avez entendu à de maintes reprises, ce sont quand même les lésions d'intestin grêle qui sont les plus difficiles à cicatriser, comparativement aux lésions coliques, et que lorsque vous observez ces patients ayant des lésions de l'intestin grêle, le phénotype le phénotype s'aggrave et ça aboutit en fait à un nombre important de chirurgies. Et c'est parfaitement illustré dans cette cohorte pédiatrique d'enfants dont le phénotype était parfaitement fait. Et vous voyez que lorsqu'on les suit, les enfants qui ont une atteinte de l'intestin grêle, notamment dans sa portion proximale, évoluent plus rapidement vers un phénotype sténosant et ça se concrétise par un plus grand nombre d'interventions chirurgicales et de réinterventions chirurgicales. Donc il faut être particulièrement attentif aux lésions du grêle. La question c'est: est-ce qu'il faut faire une IRM ou est-ce qu'il faut faire une vidéocapsule? Eh bien, je vais vous donner les résultats de cette méta-analyse qui est très régulièrement remise à jour en fonction des études qui sortent et qui comparent l'IRM à la vidéocapsule du grêle. Le premier cas, c'est le patient qui a une maladie de Crohn connue. Et vous voyez que dans cette situation, il y a beaucoup d'études comparatives. Il y a des études comparatives également avec l'échographie, avec d'autres techniques radiologiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice en faveur de l'un ou de l'autre de ces examens et que ces deux examens sont tout à fait identiques en termes de rendement diagnostique. Dans le deuxième cas de figure, chez le patient qui est suspect de maladie de Crohn, cette fois-ci avec une iléocoloscopie négative, il y a beaucoup moins d'études parce qu'évidemment ces patients sont moins fréquents. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de réponse très nette en faveur de l'un ou de l'autre de ces deux examens. Et donc ces deux examens peuvent être encore faits. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rendement diagnostique ne veut pas dire sensibilité et spécificité et qu'un rendement diagnostique est beaucoup plus vague que la sensibilité et spécificité vraie de ces examens. Et probablement chez les patients suspects de maladie de Crohn sans lésions iléocoliques, la spécificité des lésions que vous voyez en capsule et en IRM n'est pas parfaite. Les critères diagnostiques en IRM sont assez flou et quasiment aussi flou qu'en capsule. Vous voyez que c'est essentiellement l'épaississement de votre paroi qui est prise en compte par les radiologues, l'existence d'une hyperintensité, qui ont une très bonne sensibilité mais une très mauvaise spécificité, à l'inverse de l'asymétrie de l'inflammation avec la prédominance des lésions et de cette inflammation sur le bord mésentérique de votre intestin grêle qui, lui, a une très haute valeur spécifique mais une très mauvaise sensibilité. La différence en fait, qui existe entre la capsule et l'IRM, c'est sur l'évaluation des lésions proximales de l'intestin grêle. Et là, en fait, quand on compare la capsule à l'IRM, on voit qu'il n'y a pas photo. Et la capsule, et ça n'est pas très étonnant, c'est un problème technique,
voit beaucoup plus de lésions dans le grêle proximal que ne le fait l'IRM, alors que dans le grêle distal, les deux examens sont tout à fait comparables. Et c'est important parce que, en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des capsules, il faut quand même rappeler que toutes les études sont concordantes pour montrer qu'il persiste des lésions dans l'intestin grêle proximal de vos patients, entre 50-70% des cas. Alors bien évidemment, ça prend en considération toutes les lésions, qu'elles soient significatives ou pas très significatives, et que ces lésions sont situées dans la partie proximale dans quasiment un tiers des cas. Alors tous les patients ne font pas des lésions proximales de l'intestin grêle, et il y a au moins 2 études qui ont montré que finalement le risque d'avoir des lésions proximales de l'intestin grêle est particulièrement augmenté quand vous avez une atteinte iléale visible en iléocoloscopie, alors que si votre maladie est strictement localisée au côlon, votre maladie de Crohn strictement localisée au côlon, la probabilité d'avoir des lésions de l'intestin grêle, en particulier proximales, est largement diminuée. Alors si on se met dans le cas d'un patient qui est suspect d'avoir une maladie de Crohn, qui a une iléocoloscopie négative et que vous lui faites une vidéocapsule, est-ce que cette vidéocapsule est suffisante pour infirmer ou affirmer le diagnostic de maladie de Crohn? Il y a peu d'études, mais celle-ci est particulièrement démonstrative. Elle a été faite de façon rétrospective chez 95 patients, mais qui ont été suivis après la réalisation de la vidéocapsule pendant 1 an, ce qui était un délai suffisant pour pouvoir affirmer un diagnostic ultérieur de maladie de Crohn. En fait, si on regarde les résultats, on voit que la valeur prédictive négative est de 96% à la fin du suivi et la valeur prédictive positive de 86%. Ce qui veut dire que si vous faites une capsule chez un patient chez qui vous suspectez une maladie de Crohn et qu'elle est négative, vous pouvez vous arrêter là. Ce patient n'a pas de maladie de Crohn et ne fera pas de maladie de Crohn, et vous pouvez donc le rassurer. Est-ce que le rendement diagnostique de la capsule dans ce cas-là est bon? Ça dépend. Et si vous vous mettez à explorer les patients qui arrivent pour des douleurs abdominales avec des troubles du transit sans aucun élément objectif associé, le rendement de votre capsule est nul, et donc vous n'avez pas besoin de faire d'examen de ce type. Et en revanche, on voit bien que l'association à des signes objectifs d'inflammation, que ce soit l'accélération de la VS, l'augmentation de la CRP, l'hypoféritinémie, va augmenter le rendement diagnostique de votre capsule, et il faut guider absolument la prescription de cet examen sur des éléments autres que sur les seuls symptômes. À ce sujet, je voudrais aussi vous rappeler que la calprotectine fécale, dont le seuil a été fixé à 250 pour le suivi de nos patients, pour savoir s'ils avaient des lésions, ce seuil est valable pour le côlon, mais n'est pas valable pour le grêle, et que le seuil de calprotectine qu'on doit prendre en considération pour essayer de savoir s'il existe ou non des lésions du grêle est de 100 microgrammes par gramme et pas de 250 microgrammes par gramme. Dernière plaque, est-ce qu'on voit la même chose en capsule et en IRM ? C'est la question de la cicatrisation murale ou de la cicatrisation muqueuse. Il y a très peu d'études qui ont comparé ça endoscopiquement et avec l'IRM. J'ai retenu 7 études qui montrent que finalement les 2 examens, endoscopiques et IRM, sont concordants dans un grand nombre de cas, puisque dans plus de 70% des cas, vous avez soit une non-cicatrisation endoscopique et une non-cicatrisation murale, soit une cicatrisation endoscopique et une cicatrisation murale. Et finalement, dans 30 ou 35% des cas, vous avez une discordance. Et donc, probablement, ces examens sont complémentaires et seront complémentaires à l'avenir. Donc, les messages que je voulais vous faire passer, c'est que vous rappelez, mais ça vous le savez, tout patient avec un diagnostic de maladie de Crohn doit avoir une exploration du grêle par IRM ou capsule, que la présence de lésions en iléocoloscopie est significativement associée à une plus grande présence de lésions proximales, que comparativement à l'IRM, la capsule a un rendement diagnostique supérieur pour ces lésions proximales, mais tout à fait identique pour le reste de l'intestin grêle, et que l'exploration du grêle en cas de suspicion de maladie de Crohn doit évidemment être guidée par les résultats objectifs de paramètres biologiques, d'inflammation, et je vous remercie. Merci beaucoup. Des questions sur entéro-IRM versus vidéocapsule.
Merci Arnaud. La question c'est quand doit-on faire une patencie avant une capsule chez un malade qui a une suspicion de maladie de Crohn, quelqu'un qui a une maladie de Crohn connue et quelqu'un qui a déjà eu une capsule dont on sait qu'elle est passée, quand on doit faire une patencie? Alors, sur les suspicions de maladie de Crohn, sans symptômes évidemment de suspicion simple, le risque d'impaction de la capsule est identique aux hémorragies, à l'exploration pour hémorragie digestive ou anémie. Donc, il n'y a pas de lieu de faire une patencie systématique. Chez le patient qui a une maladie de Crohn connue, avec une atteinte iléale que tu veux explorer, là, tu vas augmenter considérablement le risque d'impaction. Et il y a deux situations. Il y a la situation qui est dans mon hôpital, où les patients sont adressés par de multiples gastro-entérologues, plus ou moins jeunes, avec plus ou moins d'expertise. Et ces patients vont directement en endoscopie. Et nous, on a pris en fait, la décision de leur faire une patencie systématique, ce qui fait que depuis quasiment 5 ou 6 ans, on n'a jamais eu une impaction de capsule. Mais on le fait par excès, je le reconnais, on le fait par excès. Et donc la situation est assez différente pour le gastro-entérologue dans son cabinet, qui connaît très bien son malade. Et à partir du moment où vous prenez le temps de l'interroger et de détecter les petits symptômes évocateurs de sténose iléale, eh ben, vous pouvez vous passer et d'examen radiologique, à mon avis, et de patencie, ou de faire une patencie. On ne fait plus d'examen radiologique pour rechercher une sténose.